pour terminer ce chapitre, un deuxième exemple de bilan thermique, on va s'intéresser à comment évolue la température d'un système en contact avec un thermostat. Donc c'est la section 3.2. L'exemple typique ici, c'est je plonge un système, un corps, dans un endroit où la température est constante. Donc ça peut être dans une atmosphère, en fait, à l'extérieur. On imagine que si je place un café chaud à l'extérieur, la température de l'extérieur va pas varier beaucoup, donc c'est comme un thermostat. Un thermostat, c'est un endroit dont un milieu, dont la température est gardée constante. L'autre exemple typique, c'est bien sûr le réfrigérateur ou le congélateur. Alors attention, ici, il y a un point qui est un petit peu délicat. Mathématiquement, c'est qu'on va rencontrer des équations. Vous voyez ici, on a la variation de la température, donc sa dérivée, qui est dans la même équation que la valeur de la température. Et ça, c'est un point qui peut paraître un peu délicat, mais à nouveau, notre objectif, c'est pas de faire des mathématiques, c'est pas de définir ce qu'on appelle une équation différentielle. L'idée, c'est de manipuler ces choses. L'équation nous est donnée. L'équation est donnée, et a priori, la solution nous est donnée. Donc il y a des écritures qu'il convient d'introduire et de comprendre, mais globalement, on ne vous demandera pas d'être capable de résoudre, de mettre en place, d'écrire ces équations ou de les résoudre. L'idée, c'est d'analyser la situation et de trouver les outils qui vont nous permettre de trouver les valeurs, ici T0, TTH, ici le Y, etc., qui vont correspondre à la situation étudiée. Donc c'est tout l'objet de l'activité 5, page 432. En termes de compétences, il s'agit ici de la dernière ligne qui nous est proposée, effectuer un bilan d'énergie d'un système échangeant de l'énergie par un transfert thermique à l'aide d'une loi de Newton fournie. Donc la loi de Newton nous est donnée, c'est la loi qui est au-dessus. Ici, alors, capacité mathématique, il est écrit qu'il convient de résoudre une équation différentielle. En réalité, il y a peu de chances qu'on vous demande de la résoudre, puisque peu d'entre vous font des mathématiques et des mathématiques à un niveau expert. Donc l'idée, c'est la solution étant donnée, à nous de trouver les valeurs qui vont correspondre à cette solution. Donc c'est ce qu'on va voir immédiatement dans l'activité numéro 5, page 432. Cette activité, la voici donc. Prenez un petit peu de temps pour étudier les documents, les lire, et puis on décortique ça ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on place un objet dans un congélateur. Donc un congélateur, typiquement, c'est une température de moins 18 degrés. On a vu le chapitre sur la cinétique chimique. L'idée, c'est de ralentir toutes les réactions de décomposition des aliments. Donc ce qu'on nous fournit très souvent, c'est la loi de Newton, qui nous permet de calculer le flux thermique, donc le transfert d'énergie thermique qui va avoir lieu au travers de la paroi, donc avec le milieu extérieur, en fait, entre le système et le congélateur en l'occurrence. Donc évidemment, ce flux en watts dépend de la surface de contact entre les deux milieux, d'un coefficient de Newton, qui est le coefficient de transfert de la paroi. Alors ça, très souvent, c'est quelque chose qu'on mesure expérimentalement, bon, peu importe. Et puis, bien évidemment, le flux va être d'autant plus grand que la différence de température entre le milieu extérieur et l'aliment qu'on va placer ici, donc entre le congélateur et l'aliment, va être élevée. Alors, comment va évoluer cette température? Alors c'est là que c'est peut-être un petit peu délicat pour vous, on peut regarder par ici, le document 2. Donc on établit une équation qui va faire intervenir la capacité thermique ici massique, évidemment. L'énergie échangée va dépendre du type du milieu, si c'est un bout de ferraille, si c'est de l'eau, si c'est de l'eau sucrée, etc. Ça va avoir une capacité thermique, une capacité emmagasinée de l'énergie thermique différente, mais ça va dépendre aussi de la variation de la température. Et bien évidemment ici, on va retrouver le flux. Donc le flux thermique va aussi dépendre de la vitesse avec laquelle la température du milieu va varier. Donc grosso modo, on peut imaginer ça quelque part. Évidemment, le refroidissement de l'aliment va dépendre de
sa température et principalement de la différence de température qu'il y a avec le milieu extérieur, mais évidemment d'autres facteurs ici qui vont faire que ce refroidissement va être rapide ou pas. Donc la température de mon corps dépend aussi de la vitesse avec laquelle il va se refroidir. Alors tout ça c'est un petit peu compliqué, mais ce que je veux juste c'est que vous ne soyez pas surpris de rencontrer ce type d'équation. D'accord ? Alors pour la résoudre, donc on écrit différentes choses. L'objet cette année c'est pas vraiment ça, hein. Je pense pas qu'on aille vous chercher là-dessus, mais grosso modo la résolution nous amène à une solution qui est de cette forme-là. La température va avoir une variation qui va être exponentielle. Donc la fonction exponentielle, c'est une fonction particulière qui ressemble en fait à ça, à la courbe qui est en bleu, donc on a une décroissance qui est ici exponentielle. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu sur la cinétique chimique, hein, on avait beaucoup de courbes dont les variations étaient exponentielles. Donc à quoi ça ressemble ? Eh bien, peu importe, ça ressemble vraiment à ce type de fonction, avec une décroissance qui est au départ rapide, et puis qui petit à petit va ralentir, pour à la fin avoir une décroissance qui va être quasiment nulle. Bon, voilà, deux propriétés de l'exponentielle, c'est que la limite de l'exponentielle de moins x quand x va être très grand, va aller vers l'infini, c'est 0, donc ça veut dire que la courbe descend ici vers 0. Et puis l'exponentielle de 0 est égale à 1. Bon, il suffit de taper ça sur la calculatrice pour retrouver la valeur. Pour davantage d'informations, vous avez le document 3 qui est disponible dans vos documents, qui explique un petit peu ça. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une équation différentielle, avec y' qui est égal à moins y plus 8, donc à nouveau, on trouve la grandeur et sa dérivée dans la même équation. La solution, c'est k fois exponentielle de ax moins b sur a, alors que sont a et b, eh bien ce sont les coefficients qu'on va retrouver ici. D'accord ? Et c'est très souvent des coefficients qu'on va calculer, qu'on va retrouver avec les conditions initiales. Donc que vaut, par exemple, en l'occurrence pour nous la température lorsque t est égal à 0, donc lorsqu'on met l'aliment par exemple dans le congélateur, et que vaut-elle quand un temps infini s'est écoulé, c'est-à-dire quelle sera la température à la fin. Voilà grosso modo ce que ça veut dire ici. Et vous avez le côté physique, alors c'est bien sûr exactement la même chose, c'est juste l'écriture qui varie. La dérivée de θ s'écrit pas θ', mais on l'écrit dθ sur dt parce que c'est la dérivée par rapport au temps, hein, puisque ma fonction ici, c'est pas y de x, c'est θ de t. D'accord ? Donc quand j'ai une fonction qui est une fonction du temps, une fonction horaire, eh bien la dérivée, on va l'écrire dθ sur dt. Ici, on a une fonction qui est y de x, et mathématiquement, eh bien on écrit ça y de x, y' de x, c'est la dérivée de y de x. Voilà, donc quelques informations ici, on peut en discuter en classe si vraiment vous avez différentes questions. Alors pour revenir ici à l'activité, on va la suivre pas à pas, pardon, ensemble, histoire de pouvoir expliciter peut-être un petit peu les choses qui peuvent vous paraître compliquées. Donc la première question ici consiste à déterminer la température de l'eau à l'instant initial t égale 0 et en déduire la valeur de A plus B. Alors la température à l'instant initial, eh bien on la voit ici dans le document 3, pardon, la courbe. Donc on voit qu'initialement on a une température qui est de 80 degrés. Bon, c'est élevé, mais peu importe, hein, on a mis un aliment quasi bouillant à l'intérieur. Donc à l'instant t égale 0, on a θ de 0 qui vaut 80 degrés Celsius. Et donc dans mon équation ici, je vais réintroduire cette grandeur. Donc θ de 0, comme ce qu'on avait fait en méca, c'est égal à A fois exponentielle. Alors on peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire comme ceci. Donc moins t sur taux plus b. Et donc si je remplace t par 0, ça me donne un A exponentielle de 0 plus b. Et exponentielle de 0, c'est égal à 1, donc ceci va être égal à A plus B. Donc j'ai une première équation qui me dit que A plus B est égal à 80 degrés Celsius. Alors bien évidemment, ça ne me donne pas les valeurs de A et de B, donc je vais aller regarder un autre cas, en fait un autre moment, pour trouver la valeur de B. Alors cet autre moment, ça pourrait être n'importe lequel, hein. Je pourrais aller ici
à T égale 90, et puis mesurer la température, et puis réintroduire ça dans l'équation et faire le calcul. Le plus simple, eh bien, c'est de voir vers quelle valeur tend la température ici quand T va être infini. C'est ça qui va être ici intéressant. Donc on voit que la température, c'est la limite, hein, c'est ce qu'on nous met ici. On n'est pas dans un congélateur, mais dans un réfrigérateur qui est à 5 degrés. Donc la limite, la température, quand le temps va être infini, va être de 5 degrés. 5 degrés, pardon. Donc, θ tend vers 5 degrés quand le temps va être très grand, infini, en quelque sorte. Et donc, si je réécris ça ici, t quand θ va être très très grand, eh bien ça va être égal, toujours pareil, à a exponentielle de, donc moins t sur tau, donc quelque chose qui va être infini, de moins l'infini, plus b. Et dans le document 2, je crois, oui, on précise que une exponentielle de quelque chose qui est infini, c'est égal à 0. Donc, nous y voici, pardon. Donc ça veut dire que cette partie-là va s'annuler, et donc ça va être égal à b. b qui sera donc égal à 5 degrés Celsius. Donc quand le temps est très grand, eh bien l'exponentielle est nulle. Donc ce premier facteur de l'addition, ce premier terme de l'addition va s'annuler, donc il va me rester que b est égal à 5 degrés. Et donc automatiquement, je vais donc trouver a qui fait 80 moins 5, a va être égal à 75 degrés Celsius. Donc ça, c'est mes deux premiers résultats que je vais pouvoir injecter dans mon équation. Ici, je vais le réécrire ici, donc θ de t, ici, ça pourrait être simplement 75 exponentielle de moins t sur tau plus 5. Voilà quelle serait la première partie de l'équation donnée ici. Il nous est ensuite demandé, dans la question 3, de généraliser ce résultat en écrivant ça avec les grandeurs un petit peu littérales que sont la température initiale de mon système et la température du thermostat extérieur. Donc ici, eh bien, si je reprends ce qui a été écrit, j'ai écrit que la température θ de t, c'était 75 exponentielle de moins t sur tau, plus 5. Eh bien, à quoi on va essayer de remplacer ça par les grandeurs telles qu'elles sont écrites ici, donc θi et θx. θx étant la température du thermostat, donc le thermostat, ici on nous explique que le réfrigérateur est à 5 degrés. Donc ça, c'est déjà la température du thermostat. Je peux déjà l'écrire ici. Donc ça, c'est plus la température du thermostat, θx. Et puis, qu'est-ce que c'est que 75? Eh bien, mon aliment a une température initiale, c'est ce qu'on a calculé ici, hein, 75, c'est 80 moins 5. Alors, vous allez me dire, jusque-là, on n'a pas beaucoup avancé, mais qu'est-ce que 80? C'est la température initiale de mon aliment. Qu'est-ce que 5? C'est la température de mon thermostat, de mon frigo. Donc ici, mon équation générale, ce sera θi moins θ du thermostat, exponentielle de moins t sur tau, et donc là j'ai mon équation générale qui est écrite, qui correspond, si vous regardez le document du cours, qui correspond assez précisément à ce qu'on a écrit ici. Température initiale moins la température du thermostat, l'exponentielle derrière avec un coefficient qui reste à déterminer, plus la température du thermostat. Et donc, la question suivante consiste ici à déterminer la valeur de tau. Pour répondre à cette question 4, on va s'appuyer ici sur le document 2, et donc les deux équations ici, qui sont les mêmes, hein, sauf que dans la deuxième ligne, on a fait apparaître la constante tau. Alors, c'est un petit peu délicat, ça s'adresse plus à ceux qui font un petit peu de mathématiques. C'est pas
pense pas que ce soit vraiment le fond du programme, hein, et qu'on vous interrogera là-dessus au bac si vraiment il y a un sujet qui tombe là-dessus. Mais ça peut être intéressant pour certains de savoir le faire. Donc c'est pas très difficile, mais c'est pas forcément immédiat pour tous. Donc grosso modo ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que cette équation et celle-là sont la même. D'accord? Je vois bien que j'ai le terme en d de θ qui est ici. J'ai ma température θ qui est là, et ma température θx qui est là. Quelle est la seule différence? Eh bien, MC, H et S et taux, et justement, je recherche une relation entre taux, MC, H et S. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement chercher à écrire l'équation numéro 1 ici, de la même manière que celle qui est écrite ici. Donc déjà, je vois que devant dt sur dt, la dérivée, j'ai plus le facteur MC. Donc, je vais diviser par MC de chaque côté. Donc, qu'est-ce que ça me donne? De chaque côté de l'égalité, bien évidemment. Ça va me donner dθ sur dt est égal à hs sur mc multiplié par θx moins θ. Alors ça, je peux le développer, évidemment. hs sur mc fois θx moins hs sur mc fois θ. Alors je vois bien que peut-être que certains voient ici directement quelle est la valeur de taux, alors on va y aller doucement. Je vais rebasculer tout ça de l'autre côté de l'égalité, donc mon facteur de θ. Tac. Donc je vais écrire ça sous cette forme-là. dθ sur dt plus hs sur mc θ, et donc ça c'est égal à hs sur mc fois θx. Et donc là, évidemment, on va identifier, on va procéder par identification, c'est-à-dire que 1 sur θ, ça va être égal à cette valeur-là. 1 sur θ, ça va être égal à tout ça. Donc si j'écris ça, eh bien, par identification, eh bien, je vais pouvoir écrire que 1 sur θ est égal à hs sur mc, autrement dit, 1 sur θ, j'ai dit, c'est bien sûr 1 sur taux, excusez-moi, désolé, je confonds mes lettres grecques. Donc taux va être l'inverse de hs sur mc, c'est-à-dire mc sur hs. Vous savez que pour inverser une fraction, il suffit d'échanger numérateur et dénominateur. Voilà, donc c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est pas quelque chose qui est immédiat, parce qu'on ne vous fait pas faire beaucoup de calculs littéral, mais pour quelqu'un qui ferait des mathématiques avancées, c'est quelque chose qui est intéressant. On vous demandait également de trouver la valeur graphiquement, donc la vraie valeur. Alors donc le taux, comment on le détermine? C'est ce qui est indiqué ici. On trace la tangente à l'origine, et c'est donc l'endroit où cette tangente va couper, attention, la valeur finale. Hein. Donc ici, on a un taux qui est égal à 210 secondes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mon équation finale serait ma température, pour la calculer en fonction du temps, eh bien ce serait 75 degrés exponentielle de moins t sur taux, c'est-à-dire 210, plus, que je dise pas d'ânerie, 5, excusez-moi, plus 5. Et donc ceci va constituer mon équation finale. Alors, il reste une dernière question qui est aussi intéressante. Alors, c'est pareil, enfin intéressante. Pour ceux qui feraient des mathématiques, donc c'est une application pas forcément évidente, parce que ça appelle une manipulation des fonctions exponentielles, et c'est quelque chose que vous ne savez pas forcément faire. Donc, à nouveau, on va la traiter. Mais on va réserver ça plutôt à ceux qui feront des mathématiques l'an prochain, ou qui feront des sciences, classe préparatoire, éventuellement médecine, etc., etc. Alors, il s'agit donc, dans la dernière partie, dans la synthèse, ici, de résoudre cette équation, donc de savoir quelle sera la valeur de t, donc quelle est la valeur de t pour que θ de t vaille
5 degrés. D'accord? Donc ça, c'est ce que l'on veut. Et donc, ça égale à 5 degrés, eh bien, ça veut dire que, attention, je vais réécrire l'équation au-dessus, je suis cette fois-ci placé dans un congélateur qui est à moins 18 degrés, donc ma température initiale, c'est toujours 80 degrés, ma température finale, je veux qu'elle soit 5, par contre, la température du thermostat, c'est 80 degrés. Donc, je vais reprendre l'équation écrite généralement au-dessus, qui est là. Donc θ de t, c'est égal à la température initiale moins la température extérieure. Donc, concrètement ici, température initiale, c'est 80 degrés, moins 18. Exponentielle, donc on va garder la même constante de temps, hein, 210. Et puis ici, moins plus la température du thermostat, qui est égale à moins 18 degrés. Donc plus moins 18, ça fait moins 18. Donc grosso modo, ici, ça fait 81 moins 18, ça fait 98, exponentielle de moins t sur 210, qui va être égal à, pas égal, il manque le dernier facteur, donc 98 exponentielle de moins t sur 210, moins 18, et donc ça doit être égal à 5 degrés Celsius. Donc déjà, je vais tout regrouper ici dans le même membre, donc moins 18, je vais le passer de l'autre côté. Donc qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester un 98 exponentielle de moins t sur 210, et donc ça c'est égal à 5 plus 18, c'est-à-dire 23. Autrement dit, exponentielle de moins t sur 210, c'est égal à 23 sur 98. Alors, on peut effectuer le calcul ici. 23 divisé par 98, ça me donne 0,234. Alors, si je garde deux chiffres significatifs, ça me donne un 0,23 environ. 0,23. Alors, comment trouver le temps? C'est là que on a besoin d'une fonction supplémentaire mathématique qui s'appelle le logarithme népérien. Alors, qu'est-ce que le logarithme népérien? C'est simplement la fonction qui va inverser l'exponentielle. Donc, par exemple, si je fais le logarithme népérien ln de l'exponentielle de 2, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver 2. Donc, en gros, ln a complètement inverser la fonction exponentielle. Si vous vous rappelez, quand on avait parlé de la fonction log, eh bien la fonction log, elle allait inverser la fonction 10 puissance x. D'accord? Donc log de 10 puissance x, c'était 10. Donc de la même manière, ici, le logarithme népérien va inverser l'exponentielle. Donc par exemple, si je prends l'exponentielle de 2, donc ça me donne une certaine valeur, 7,38, peu importe. Si je fais cette fois-ci le ln, logarithme népérien de ce que j'avais précédemment, eh bien je vais retrouver 2. D'accord? Donc ça me permet d'aller à l'inverse. Donc ici, à quoi est-ce que ça va me servir? Eh bien ça va me servir à extraire le t sur 210 ici, parce que si je fais ln de exponentielle de t sur 210, qui est d'ailleurs moins t sur 210, donc il faut que je fasse le logarithme népérien d'un côté de l'égalité et de l'autre, hein, donc ça va être égal à ln de 0,23, pardon, pas de signe égal bien sûr, c'est le logarithme népérien de 0,23. On peut effectuer le calcul, mais on aurait pu faire également le calcul avec les valeurs littérales, ou alors conserver la fraction. Donc ici ça fait moins 1,4647, moins 1,5, allez, restons avec deux chiffres significatifs, peu importe. Et donc, on a dit que ln de l'exponentielle de x, c'était égal à x, donc ça, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner simplement moins t sur 210. Donc en fait, en faisant ça, je vais extraire ce qui est dans l'exponentielle. Donc moins t sur 210 est égal à moins 1,5.
Donc ça veut dire que t va être égal à 1,5 fois 210, 1,5 fois 210, ça à la calculatrice, j'ai fermé ma calculatrice évidemment, vous pouvez faire le calcul, ça fait 315 à peu près. Donc ça va nous faire 315 secondes. Ici, j'ai pas mis de chiffres significatifs parce que j'ai pas été tout à fait rigoureux, et puis les chiffres significatifs c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, donc ça c'est un exemple de calcul. Très sincèrement, pas de panique. Peu de chance qu'on vous demande ça au baccalauréat quand même, hein, mais c'est pas inutile d'avoir vu ça au moins une fois pour ceux qui dans le supérieur rencontreront ça de manière très 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 régulière. Hein. Je le répète, hein, dans toutes les études où vous aurez un petit peu de sciences physiques, en tout cas de physique-chimie, eh bien il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des équations différentielles et puis des petits raisonnements comme celui-ci pour trouver les solutions de ces équations différentielles. Voilà, ça clôt ce chapitre. Donc, regardez bien les compétences qui sont ici, les savoirs identifiés avec des cœurs et les savoir-faire, avec les compétences analysées, etc. Le résumé ici est assez complet de ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, ne soyez pas gênés si jamais on vous donne une équation différentielle, soyez méthodique. Vous avez moyen au moins de répondre partiellement en regardant les conditions initiales et à un certain temps et en utilisant votre calculatrice de manière efficace. Bon travail.